Le commissariat du Lancashire se sentait impuissant face à l'angoisse de Tim Birbeck. Il venait de signaler la disparition de son ex-femme, Lindsay. Son téléphone restait désespérément muet, sa voiture garée devant la maison, et personne ne l'avait vu s'approcher. Un comportement totalement inédit. C'était le 12 août 2019, aux environs de 16 heures, lorsque Lindsay Birbeck s'était aventurée pour une promenade anodine. Elle ignorait que ce simple moment allait basculer dans une tragédie effroyable. Les caméras de surveillance avaient capturé des images glaçantes. Un jeune homme, à plusieurs reprises, déplaçant un container bleu sur le cimetière où le corps de Lindsay fut découvert. Qui était cet individu énigmatique capturé par la caméra? Et quel lien pouvait-il entretenir avec Lindsay? Le 12 août 2019, la journée débute comme à l'accoutumée pour Lindsay Birbeck, une auxiliaire d'enseignement de 47 ans, résidant dans le Lancashire, en Angleterre. En cette période de vacances scolaires, elle accompagne sa fille Sarah, âgée de 16 ans, dans les boutiques de Blackburn afin de dénicher la tenue idéale pour la rentrée au collège. Vers 16 heures, Lindsay décide de s'accorder une promenade, Sarah et son petit ami Brendan étant attendus pour le thé à 18 heures. Elle emprunte Burnley Road, puis l'allée de Park Avenue, se dirigeant vers un lieu familier nommé Le Copas. Ce quartier d'Errington, sillonné de sentiers forestiers, est un endroit où Lindsay s'est rendue d'innombrables fois, se sentant toujours en parfaite sécurité. Alors que la douce chaleur estivale enveloppait Copacabana, une autre femme, Zoe Braithwaite, flânait non loin de là quelques instants avant l'arrivée de Lindsay. Sa promenade paisible prit une tournure inattendue lorsqu'elle aperçut un jeune homme vêtu d'un sweat à capuche sombre et d'un jogging. Les mains enfouies profondément dans ses poches, il avançait sur le sentier, solitaire et semblant déplacé. Au-delà d'une simple intuition, son attitude singulière laissait transparaître un malaise palpable. Alors qu'elle tentait de ralentir pour ménager une distance avec l'homme qui la suivait, il ajusta sa propre allure, augmentant son malaise. L'inquiétude grandissant, elle remarqua qu'il réduisait l'écart. Instinctivement, elle accéléra le pas, scrutant l'environnement à la recherche d'un objet, d'un signe, d'une présence qui pourrait la protéger. Dans sa hâte fébrile, son regard balayait les alentours, cherchant un visage amical, une âme charitable. Elle se précipita vers les marches qui descendaient, vers le bas de la ville. C'est alors qu'en jetant un coup d'œil derrière elle, elle constata que sa démarche précipitée l'avait effrayée. Il s'était retourné, fuyant dans la direction opposée. Zoé, sans encore réaliser pleinement la chance qu'elle avait eue, ignorait que l'individu n'avait pas réellement quitté les environs. Lindsay, ignorante de ce qui venait de se produire, pénétra dans le bosquet forestier aux alentours de 16h30, quelques minutes à peine après l'événement. Soudain et de manière inattendue, son téléphone cessa de fonctionner, la coupant du monde extérieur. Quelle qu'en soit la raison, Lindsay était désormais injoignable. Nul ne se doutait que ce serait la dernière fois que l'on entendrait parler d'elle. À 18h, sa fille, Sarah, et son petit ami arrivèrent chez elle, impatients de partager un thé. La surprise les attendait de pied ferme. Lindsay était absente et la porte obstinément close. Sarah, persuadée que sa mère les attendait, avait imprudemment omis d'emporter la clé. Les voilà donc dehors, à frapper en vain. Un malaise grandissait. Les minutes s'égrenaient lentement, tandis qu'il patientait sur le trottoir, guettant le retour de Lindsay. L'attente, teintée d'une inquiétude sourde, semblait s'étirer à l'infini. Sarah sentait une anxiété grandissante pour sa mère. Malgré plusieurs tentatives d'appel et de messages, le téléphone de celle-ci restait désespérément muet. L'inquiétude la rongeant, elle se résolut à contacter son père, Tim Burbank, le suppliant de les rejoindre. Il était impératif, pensait-elle, de découvrir ce qui était arrivé à Lindsay. Sarah expliqua, la voix tremblante, qu'il se faisait tard et que l'angoisse pour sa mère l'étreignait de plus en plus fort. Elle remarqua que la voiture de Lindsay était toujours garée dans la rue et que son téléphone semblait éteint. Un pressentiment désagréable les envahit. Ce n'était pas le genre de Lindsay de disparaître sans prévenir personne. Sarah contacta Sharon, la meilleure amie de Lindsay, dans l'espoir d'obtenir des informations. Elle lui demanda si elle avait des nouvelles, mais Sharon répondit qu'elle était aussi sans nouvelles et que Lindsay ne répondait pas à ses messages. Un voile d'inquiétude se posa sur eux. À 23h45, Sarah et son père, Tim, décidèrent de rentrer à Lindsay. Tim serrait précieusement la clé de secours. Ils explorèrent chaque pièce,
chaque recoin de la maison. Rien n'était déplacé, tout semblait normal. Aucune trace de lutte, aucun signe inhabituel ne venait perturber l'ordre apparent. Cette absence d'indices ne fit qu'accroître leur angoisse. Conscient de l'urgence de la situation, à minuit 11, Tim contacta la police pour signaler la disparition de son ex-femme. L'inspectrice Lanka Sharon du commissariat décrocha le téléphone. Une voix masculine teintée d'inquiétude se fit entendre. Il s'agissait de l'ex-mari d'une femme volatilisée. Sa disparition était d'autant plus troublante que son téléphone restait désespérément hors service, sa voiture garée devant son domicile et aucun signe d'effraction n'était apparent. L'inspectrice demanda, avec une pointe de suspicion, si cette femme avait déjà eu des antécédents de fugue. Un non catégorique lui parvint en réponse. L'affaire s'annonçait complexe. Après la disparition de Lindsay, Tim s'est investi corps et âme dans sa recherche. Parallèlement, la police explorait différentes pistes pour comprendre ce qui avait bien pu lui arriver. Plusieurs scénarios étaient envisagés concernant les circonstances de sa disparition. Lindsay était une passionnée de course à pied, une athlète accomplie. L'hypothèse d'un accident restait donc une possibilité plausible. L'angoisse étreignait la famille de Lindsay. Était-elle blessée, gisant quelque part, ou pire, avait-elle succombé au désespoir? Cette pensée les terrifiait, mais ils refusaient d'y croire. Lindsay, ils en étaient certains, n'aurait jamais envisagé un tel acte. Pour eux, l'évidence était claire. Lindsay avait disparu et chaque minute comptait. Moins de 24 heures après sa dernière apparition, la police du comté de Lancaster diffusait un communiqué de presse. L'appel était lancé. Lindsay était portée disparue et l'aide de tous était sollicitée pour la retrouver, saine et sauve. L'information fut relayée par les médias, traitée comme une banale disparition, publiée sur les sites d'information et mentionnée dans les journaux. Mais pour sa famille, c'était bien plus qu'un simple fait divers. Ce jour-là, rien ne laissait présager que cette affaire dépasserait le simple signalement d'une disparition. Le 13 août 2019, au lendemain de la disparition de Lindsay, la police déploya d'importants moyens de recherche dans toute la région. Ils mirent en œuvre tous les moyens possibles, engageant des unités spécialisées telles que la police montée et les équipes de secours en montagne. Mais les autorités n'étaient pas les seules à se mobiliser. Sarah, Tim et les habitants d'Errington, unis dans l'espoir de retrouver Lindsay, se lancèrent également à sa recherche. Ils s'étaient réunis, leurs efforts de recherche orchestrés avec une précision minutieuse. Malgré la mobilisation de centaines de personnes, les premiers jours de recherche pour retrouver Lindsay restèrent désespérément infructueux. Mais après 4 jours d'angoisse et d'espoir fragile, la police finit par découvrir un indice crucial. En visionnant les enregistrements des caméras de surveillance, ils aperçurent Lindsay vers 16 heures le jour de sa disparition. On la distinguait aisément grâce à son inoubliable veste violette, marchant le long de Burnley Road avant de bifurquer vers Peel Park Avenue, se dirigeant vers l'entrée de la roseraie. La région, vaste et vallonnée, était un labyrinthe de sentiers dissimulés sous une végétation luxuriante. Les forces de l'ordre, diffusant les images de vidéosurveillance, lançaient un appel désespéré. Quiconque ayant aperçu Lindsay aux abords du bois était prié de se manifester. Les jours s'égrènent pourtant, emportant avec eux les lueurs d'espoir de la famille. Le 19 août marquait déjà une semaine de disparition. Chaque minute écoulée résonnait comme un coup de tonnerre, ébranlant un peu plus leur foi. La police, rongée par l'angoisse, redoutait le pire quant à la sécurité de Lindsay, craignant de ne jamais la retrouver vivante. Le 24 août 2019, une nouvelle surprenante émergea d'une source inattendue. Morgan Parkinson, un riverain habitant non loin du bois sacré, promenait son chien au cimetière d'Erdington. Soudain, son fidèle compagnon s'élança avec fougue vers un coin isolé et envahi par la végétation. Morgan tenta de le rappeler, mais l'animal semblait avoir déniché un trésor caché. Ignorant les appels de son maître, le chien renifla avec acharnement quelque chose enfoui dans le sol. L'étrange attitude de son chien piqua la curiosité de Morgan. S'approchant, il sentit sous son pied une chose molle et inconsistante. Pris de frayeur, il recula brusquement, tirant son chien par le collier. Un fumet nauséabond envahit l'air, attirant une nuée de mouches. L'horreur le saisit. Enfouis dans une sépulture peu profonde, des corps dénudés étaient enveloppés dans du plastique transparent. La funeste quête de Lindsay s'achevait ainsi, sur la découverte de son corps sans vie. L'espoir, tel un fragile esquif,
avait longtemps guidé la famille Burbock dans la tourmente de la disparition de Lindsay. Mais la funeste vérité éclata, brisant leurs illusions. Le corps de Lindsay, dissimulé avec une froide détermination, reposait dans une anfractuosité à peine perceptible, recouvert d'un linceul de pierre. La découverte macabre transforma alors les recherches désespérées en une enquête criminelle d'une ampleur considérable. Sans tarder, les forces de l'ordre isolèrent dans la zone, méticuleusement à la recherche du moindre indice. Le corps de la jeune femme fut transporté pour une autopsie complète. Les experts, avec une précision chirurgicale, se penchèrent sur chaque détail. C'est lors de cet examen minutieux que Naomi Carter, l'experte en thanatologie, fit une découverte glaçante. Elle découvrit des indices glaçants. Quelqu'un avait tenté de sectionner la jambe droite de Lindsay. Une entaille profonde, atteignant l'os, suggérait une tentative d'élargissement, réalisée à l'aide d'une scie. De plus, le docteur Carter constata des lésions étendues au larynx de Lindsay, similaires à celles causées par un grave accident industriel. Une blessure d'une telle nature était une première en 25 ans de carrière. Lindsay était restée là pendant 12 jours avant d'être découverte. La décomposition de son corps avait commencé, compliquant considérablement la recherche de preuves de l'agression. Les ongles intacts de Lindsay offraient aux enquêteurs une lueur d'espoir, la possibilité de recueillir des traces ADN laissées par son agresseur. L'autopsie a révélé que la fracture du cou avait été infligée avec une force considérable, ciblant particulièrement la région de la gorge. Une telle blessure pouvait résulter d'un coup de pied brutal, d'une pression intense ou du poids d'un objet lourd appliqué sur le cou. Autant de scénarios évoquant un acte de violence extrême. Bien que des os brisés ne soient pas toujours synonymes de décès immédiat, ils peuvent entraîner des complications graves, en particulier lorsqu'ils affectent des zones vitales comme la moelle épinière ou les principaux vaisseaux sanguins. La tension était palpable, une véritable chape de plomb pesant sur la communauté. La police, consciente de la peur qui rongeait les habitants, redoublait d'efforts pour appréhender l'assassin de Lindsay. Le lendemain, le 25 août, une équipe de criminalistes investit le cimetière, décidée à démêler les fils de ce crime odieux. Leur investigation les mena vers une découverte troublante, un indice macabre laissé près d'une tombe. Une scie à la poignée jaune, témoin silencieux d'un acte barbare. Les analyses furent formelles. Du sang de Lindsay maculait la scie. Une découverte glaçante qui la désignait comme l'instrument utilisé dans la tentative macabre de démembrement. L'enquête révéla également une paire de gants. L'ADN de Lindsay imprégnait l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, un profil génétique inconnu émergeait. Celui d'un individu non identifié jusqu'alors. Enfin, au fond d'un sac en plastique bleu, ils découvrirent une paire de baskets, identiques à celles que portait Lindsay. Un détail troublant qui ajoutait une pièce supplémentaire au puzzle macabre. L'énigme planait sur le cimetière, aussi froide que la pierre tombale. Une étrangeté macabre. Les semelles des bottes, sectionnées nettes, gisaient dans la poubelle, comme un défi lancé à la logique. Pourquoi une telle mutilation? Et comment le corps de Lindsay avait-il atterri là, dans ce sanctuaire des ombres? Un voile de mystère enveloppait la défunte. Des brins d'herbe et des feuilles, témoins silencieux, piégés entre son corps et la housse plastique. Les enquêteurs, face à cette scène troublante, sentaient le poids d'une affaire qui promettait d'être des plus singulières. Pour percer le mystère entourant la mort de Lindsay, la police fit appel à un botaniste. Son expertise révéla que les feuilles retrouvées sur la victime ne provenaient pas du cimetière. Cette découverte capitale orienta l'enquête vers l'hypothèse d'un meurtre commis ailleurs, avant que le corps ne soit déplacé. Bien que le lieu exact de l'assassinat demeure inconnu, les enquêteurs privilégient la piste d'une agression survenue peu après son départ de son domicile. Un élément crucial fut également mis en lumière grâce à l'analyse d'une poubelle bleue, révélant un lien essentiel dans cette affaire complexe. Après une analyse minutieuse, des traces de l'ADN de Lindsay ainsi que quelques-uns de ses cheveux furent découverts. Cette troublante découverte laissa supposer que son corps avait pu être transporté jusqu'au cimetière dans le fameux conteneur profond. À cet instant précis de l'enquête criminelle, où le meurtrier potentiel restait insaisissable, les soupçons se portèrent initialement sur Tim. Son statut de personne la plus proche de Lindsay fit de lui un suspect immédiat. Car dans ce genre d'affaires, on examine souvent en premier lieu le cercle intime de la victime. Leur récent divorce alimenta les spéculations,
certains suggérant que Tim aurait pu avoir un mobile pour s'en prendre à son ex-femme. Il est crucial de se rappeler que la suspicion ne vaut pas condamnation, et les forces de l'ordre doivent méticuleusement assembler les pièces du puzzle pour démêler la vérité. L'enquête a conduit les policiers à localiser Tim le jour de la disparition de Lindsay, grâce à son employeur. Ils ont ainsi découvert que Tim était présent sur son lieu de travail tout au long de cette journée fatidique. Cette information capitale a balayé les soupçons qui pesaient sur lui concernant le meurtre de Lindsay, l'innocentant de toute implication. L'innocence de Tim étant établie, les enquêteurs se sont retrouvés face à un défi de taille. Identifier celui ou celle qui aurait pu avoir une raison d'en vouloir à Lindsay, et l'identité du véritable coupable restait un mystère obscur. L'absence de suspect évident les confronta à un mur. Ils décidèrent alors de reprendre l'enquête à zéro. Chaque preuve fut réexaminée avec une attention méticuleuse, dans l'espoir de déceler un indice oublié, une connexion insoupçonnée qui les mènerait au meurtrier. Au fil de ce travail de fourmi, un des enquêteurs, scrutant les enregistrements de vidéosurveillance, fit une découverte capitale. Après avoir repéré Lindsay lors de sa promenade habituelle à 16h06, ils remarquèrent un jeune homme sur les images, capturé vers 18h30, quittant le bois par Burnley Road. Sa veste était ouverte, dévoilant un torse nu. Le bas de son survêtement était humide, suggérant une activité plus intense qu'une simple marche ou course. Aperçu à nouveau par les caméras sortant du bois sacré, le même individu fut filmé à plusieurs reprises durant 1h30 aux alentours. À 18h55, on le vit muni d'un sac à dos, puis à 20h28 traînant une poubelle bleue à roulettes en direction du cimetière d'Errington, lieu macabre où le corps de Lindsay fut découvert. Plus étrange encore, ces événements se déroulèrent en plein jour, dans l'indifférence générale. Bien que la police ne pût identifier formellement l'homme grâce aux images de vidéosurveillance, elle était persuadée de son implication dans le meurtre de Lindsay. Il pourrait détenir des informations cruciales. C'est pourquoi les autorités diffusèrent les enregistrements et sollicitèrent l'aide du public, espérant que toute information relative à cet homme les mènerait à l'assassin de Lindsay Birbeck. Peu de temps s'écoula avant qu'un couple ne contacte la police après avoir visionné les images de vidéosurveillance. Ils menèrent ensuite leur fils de 16 ans, Rocky Marciano Prides, au poste de police local. Bien qu'ils n'étaient pas certains que Rocky fût impliqué dans le meurtre de Lindsay, ils étaient persuadés que c'était lui qui avait été capturé par les caméras. Rocky, ainsi nommé en hommage au célèbre boxeur, avait grandi dans le quartier de Vinnie Hall à Erdington, entouré de ses parents et de ses 5 frères et sœurs. Ils y avaient vécu près de 30 ans, transformant cet endroit en un foyer qu'ils chérissaient. Rocky, un jeune homme dont l'existence semblait bercée par la douce routine de la ferme familiale, s'investissait avec entrain dans les soins apportés aux poules. Les après-midi, il s'adonnait avec délice aux plaisirs simples de son âge. Films captivants, jeux vidéo palpitants. Une vie ordinaire, en somme, ponctuée des joies et des responsabilités propres à l'adolescence. Pourtant, derrière cette façade de normalité que Rocky offrait au regard de sa famille, se cachait un univers plus complexe. Incompris de certains, il portait en lui un fardeau de secrets et de difficultés qu'il affrontait seul, dans le silence de son cœur. Un voile mystérieux enveloppait ainsi une part de son être, invisible aux yeux de ceux qui croyèrent le connaître. L'histoire de Rocky est celle d'un défi constant. Son quotient intellectuel, limité à 65, a posé un jalon singulier dès son plus jeune âge. Ajoutez à cela un diagnostic d'autisme et de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, TDAH, et l'on comprend mieux les obstacles semés sur son chemin. En 2015, une évaluation psychologique a révélé une difficulté notable chez Rocky à décrypter ses propres émotions, une sorte d'énigme intérieure. Cette complexité s'étendait également à sa perception des liens entre les événements et les sentiments qu'ils suscitent. L'année suivante, un nouveau rapport dressait le portrait d'un jeune homme désorienté face à l'inconnu, incapable de se repérer dans des lieux non familiers. Il était clair qu'une surveillance attentive était nécessaire pour assurer sa sécurité lors de ses sorties. Ces observations brossent le portrait d'un homme, Rocky, aux prises avec des difficultés de compréhension et de gestion de ses propres émotions, ainsi que de son environnement. Bien que la police du Lancashire ait confirmé qu'il ne possédait aucun antécédent judiciaire, aucune réprimande, mise en garde ou avertissement, Rocky s'est retrouvé au cœur d'une enquête pour le meurtre de Lindsay,
Son comportement et ses déplacements après le crime ont suscité l'incompréhension des enquêteurs. Face à un acte d'une telle atrocité, il ne manifestait ni trouble ni panique apparente. Loin de paniquer, il s'éloigna de Rush avec une froide détermination, déjà absorbé par la logistique macabre du transfert du corps au cimetière. Ce qui frappa le plus les enquêteurs, c'était son absence totale de peur d'être découvert. L'analyse ADN révéla une concordance troublante. L'ADN de Rocky correspondait à celui retrouvé sur les gants utilisés par l'assassin pour se débarrasser du corps de Lindsay. Cette découverte constitua la pièce maîtresse de l'accusation, le lien indéniable entre Rocky et le crime. Plus choquant encore, Rocky n'avait aucun lien apparent avec Lindsay, malgré le fait qu'il résidait à seulement 3 minutes de chez elle. Leur destin n'était pas censé se croiser, leurs chemins n'avaient jamais convergé. Ils étaient des inconnus, des ombres l'un pour l'autre. Alors, une question lancinante se pose. Pourquoi Rocky a-t-il commis cet acte impardonnable envers une personne à qui il n'avait aucune raison de nuire? Ses parents, eux, restaient fermement convaincus de l'innocence de leur fils. Face à l'accumulation de preuves accablantes, les policiers n'eurent d'autre choix que de placer Rocky en état d'arrestation, malgré les protestations véhémentes de son entourage, qui plaidait une méprise. Durant plusieurs jours, ils s'efforcèrent d'interroger Rocky, mais celui-ci resta muet, impassible face à leurs questions et commentaires. Un silence obstiné qui persistait, le laissant impénétrable aux yeux de ses interrogateurs. L'énigme demeure, qu'est-ce qui a pu pousser un jeune homme à commettre un acte aussi terrible? Simple curiosité poussée à l'extrême? Un événement déclencheur? Un traumatisme enfoui? Après 40 vausémeurs d'interrogatoire, Rocky a finalement livré sa version des faits concernant le 12 août 2000 de Vannassat. Il clame son innocence dans le meurtre de Lindsay. Un récit étrange émerge. Rocky prétend avoir été approché par un inconnu. Un homme blanc s'exprimant en anglais qui lui aurait offert une somme coquette pour déplacer un corps. Rocky insiste. Il n'avait jamais croisé cet homme auparavant. L'individu mystérieux aurait promis de déposer l'argent au cimetière même où le corps fut découvert. Cependant, une fois la macabre tâche accomplie, Rocky constata avec amertume que le paiement promis était introuvable. Malheureusement, Rocky se montre incapable de fournir un portrait précis de l'homme. Ce dernier portait une capuche dissimulant son visage, et Rocky ne parvient pas à se remémorer des détails tels que sa taille ou sa corpulence. Raconteur ou manipulateur? Rocky disait-il la vérité, ou cherchait-il à embrouiller les pistes avec une histoire fabriquée de toutes pièces? Malgré le doute, la police persistait dans sa traque de l'énigmatique homme blanc. Un individu que Rocky affirmait avoir rencontré et qu'il avait sollicité pour commettre l'acte. Il connaissait l'issue, il ne pouvait l'ignorer. Nous étions enfermés dans la même pièce. La haine que nous éprouvions à son égard était viscérale, presque palpable, et il le savait. Visiblement, cette animosité exacerbée ne faisait qu'aggraver son cas. Il semblait défier l'assemblée entière par son attitude. Le dos voûté, le visage impassible, il incarnait le mépris. En janvier 2020, le procès de Rocky Price s'ouvrit. Il admit avoir transporté le corps de Lindsay depuis Krylov, mais nia toute implication dans le meurtre. Malgré ses dénégations, l'accusation présenta des preuves accablantes de sa culpabilité, notamment des analyses ADN déterminantes. En août 2021, un second procès s'ouvrit, s'étendant sur 8 jours éprouvants. Le premier avait été annulé, vicié par une vidéo manipulée, pointant fallacieusement du doigt une autre personne dans le meurtre de Lindsay. Cette fois, le jury ne mit que 4 heures pour rendre son verdict implacable. Selon les juges, l'état mental de Rocky n'avait en rien altéré son jugement, et aucune plaidoirie ne parvint à ébranler leur conviction de sa culpabilité. Rocky fut condamné à la prison à vie, avec une recommandation de purger au moins 16 ans. Son crime, prémédité, avait scellé son sort. Bien que son jeune âge aurait pu lui valoir une peine minimale de 12 ans, la préméditation de l'acte constitua une circonstance aggravante. Ainsi, un minimum de 16 années derrière les barreaux lui fut imposé, l'horizon étant assombri par la perspective d'une incarcération à perpétuité. Une lueur d'espoir subsiste. Après avoir purgé 16 ans, Rocky pourrait être libéré si la commission des libérations conditionnelles le juge non dangereux pour la société. Paradoxalement, la pensée qu'il puisse finir ses jours en prison m'apporte une certaine tranquillité.
Condamné, il verrait sa libération conditionnelle assortie d'une probation à vie, un sort que certains jugent plus cruel que la prison elle-même. Bien que hors des murs, il ne goûterait jamais à la vraie liberté, sa vie entière placée sous une surveillance constante. Quant aux événements de ce jour fatidique, les théories foisonnent. Selon toute vraisemblance, Price se trouvait sur les lieux ce jour-là, poussé par un désir impérieux de céder à une pulsion charnelle avec une femme. Il était en quête d'une connexion charnelle. Alors, lorsqu'il se mit à suivre une femme solitaire, un sentiment de puissance l'envahit. Intuitivement, elle comprit que cette rencontre ne présageait rien de bon. Aussi, elle dévala la pente en courant, tout en scrutant le sol à la recherche d'une arme de fortune. Une branche, un bâton, n'importe quoi pour se défendre. Et c'est précisément cette détermination qui mit son poursuivant en fuite. Imaginez la scène, un entraînement macabre. Il savait qu'il devait affiner sa technique, modifier son approche lorsqu'il croiserait la prochaine femme seule. Le destin, cruel, mit sur sa route Lindsay Birbeck. Elle était seule, vulnérable. Ce fut sa dernière erreur. Lindsay périt. Bien que Rackett ait été reconnu coupable du meurtre de Lindsay, sa famille persistait à croire en son innocence, refusant d'admettre une telle monstruosité de sa part. Profondément convaincu de son innocence, il clamait haut et fort que l'autisme de leur fils ne pouvait en aucun cas être assimilé à un acte aussi monstrueux qu'un meurtre. Dans un élan désespéré pour arracher leur enfant à une condamnation qu'ils jugeaient injuste, leurs supplications résonnaient avec une force poignante. Ils imploraient la clémence, insistant sur le fait que l'autisme, loin de faire de lui un être capable d'une telle violence, le rendait vulnérable et incompris. La mère de Ruki affirmait avec véhémence qu'aucune preuve tangible ne reliait son fils au décès de Lindsay. Si certaines personnes atteintes d'autisme peuvent parfois manifester des comportements agressifs, il est essentiel de se rappeler que chaque individu est unique, avec ses propres particularités et son propre vécu. L'autisme est une condition complexe qui influence la communication et l'interaction sociale, mais ne saurait préjuger de la capacité d'une personne à commettre un acte criminel. Les personnes atteintes d'autisme rencontrent parfois des difficultés pour interpréter les subtilités des interactions sociales ou pour exprimer leurs pensées avec aisance. Dans une affaire judiciaire poignante, le diagnostic d'autisme de l'accusé a été mis en lumière, soulevant des questions cruciales sur son influence potentielle sur ses actes et ses choix. Cette affaire soulève des interrogations profondes. Qu'est-ce qui a pu pousser Ruki à commettre un acte aussi grave? L'autisme a-t-il joué un rôle déterminant dans ses décisions? Un voile de mystère plane sur cette affaire. Le meurtre a-t-il été commis pour d'autres raisons, dissimulé aux yeux de tous? Face à ce drame, une question cruciale se pose. Comment notre société peut-elle offrir un meilleur soutien aux personnes atteintes d'autisme et de déficience intellectuelle? Comment créer un environnement plus inclusif et bienveillant pour prévenir de tels incidents à l'avenir? 30